Eh bien, ça y est, je pense qu'on est en ligne. La session vient de démarrer. Avant de présenter notre casting, bon, bah déjà, tout est dit là-dedans, hein. Évaluation des compétences et plan de développement individualisé. Bon, bah, très concrètement, vous savez que c'est pas toujours simple, hein, d'industrialiser un processus qui permet, à partir de l'évaluation, par exemple, des écarts de compétences, de produire les fameux PDI, les fameux plans de développement individualisés. Et en fait, bah, cette réussite, c'est celle de Rio Tinto, à l'aide de son partenaire Moss Mindenside. On va voir là en détail comment effectivement mettre en place ce type de modèle opérationnel qui nous permet de sortir de l'enfer des tableaux Excel qu'on manie dans tous les sens pour essayer de creuser cette question. Alors, merci de votre présence. Vous avez la possibilité dans l'environnement Livestorm qui est le nôtre pour ce webinaire. Évidemment, regardez tout en bas à droite de l'écran de poser des questions. Dans le chat, vous pouvez apporter vos contributions. Il y a beaucoup d'intelligence présente aujourd'hui dans ce webinaire quand je regarde le nom et je connais un certain nombre de personnes, les sociétés dont viennent ces personnes. Donc, n'hésitez pas à contribuer. On essaiera d'avoir le maximum d'interactivité pendant ce webinaire. Aussi, il y a un petit onglet sondage. Donc, en complément des questions ou du chat, on va lancer, je crois, 2 sondages dans le courant du webinaire pour vous demander votre avis. Mais je ne veux pas prendre plus de temps là. On va maintenant directement aller à notre casting. Donc, je suis à droite. Vous me voyez, j'ai changé un peu de coupe de cheveux entre la photo et aujourd'hui, j'ai décidé de me couper les cheveux à la señorito, hein, comme les Espagnols. Bon, oubliez ce que je viens de dire, mais je vais laisser la parole à Nathalie pour qu'elle se présente. Nathalie, à vous. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Nathalie Ravaille et je suis chargée de mission RH chez Rio Tinto. J'ai rejoint l'équipe de Rio Tinto en 2011, dès les prémices de la démarche qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, cette démarche, elle avait été initiée en 2010, de mesures de compétences, et j'ai eu une contribution majeure dans la conception et la mise en œuvre d'un tas de fichiers Excel dont a parlé Michel, avec des référentiels de compétences et des questionnaires sur fichiers Excel qu'on envoyait aux participants. Et puis, en 2020, la démarche arrivait un peu à ses limites opérationnelles et j'ai été nommée chef de projet pour digitaliser la démarche. Et donc, c'est dans cette optique que j'ai rencontré Élodie Primo et donc je lui laisse la parole pour qu'elle se présente. Merci Nathalie. Donc, moi je suis la fondatrice et la directrice de Moss. On a créé la société en 2001, donc ça fait un paquet d'années, ça me rajeunit pas. Et on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc dans des solutions qu'on qualifie de Learning Management System. Et puis, on nous appelle aussi le TMS, le Training Management System Light. Donc voilà pour ce qu'on fait. Le LXP pour les apprenants, en plein d'acronymes qui nous qualifient. Donc aujourd'hui, on va découvrir un aspect orienté compétences avec Nathalie. Merci d'être là. Merci à Michel de nous animer cette super session du jour. Merci à vous. Alors, il y a évidemment un fantôme, un charmant fantôme qu'on ne voit pas là, qui est Marion, qui a commencé à échanger avec vous par mail. Marion est la responsable marketing de Moss Mindenside, et c'est elle qui est à la manœuvre pour envoyer quelques messages, prendre des questions, réagir à des contributions avec mon aide évidemment. Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est que ce webinaire, c'est le premier d'une série, d'une collection qui, en fait, va mettre en évidence les projets lauréats des trophées du Digital Learning. Alors là, on parle de l'année 2024, puisque on y reviendra, mais Rio Tinto et Moss Mindenside ont décroché le trophée dans la catégorie évaluation et mise en pratique de la formation. Et donc, ce webinaire est une radiographie de ce succès. Alors, je vais commencer par quelques chiffres qui sont intéressants. En posant un énoncé immédiatement sur
un consensus qui existe finalement entre les collaborateurs et l'entreprise en matière de développement des compétences. Ce qu'on sait, c'est que les collaborateurs sont très prêts à s'engager dans une démarche de développement des compétences. Et on sait aussi que l'entreprise, les responsables formation, mais plus généralement les DRH ou les dirigeants d'entreprise, savent à quel point il est important de développer les compétences dans le monde qui vient. Cette agilité, en fait, conditionne la survie des entreprises sur des marchés qui sont bouleversés. Alors, du côté des collaborateurs, si on regarde quelques chiffres, vous avez là, finalement, un chiffre sur la motivation principale pour suivre une formation. Pour 76% des collaborateurs, il s'agit d'améliorer leur perspective de carrière. C'est un chiffre qui émane de l'étude de LinkedIn Learning. Je vous conseille leurs études qui sont toujours très bien faites, très actualisées. Mais enfin, on trouve les mêmes résultats sur d'autres études. Par exemple, l'étude Udemy 2022 pose un chiffre de 74% sur le même énoncé. Et puis alors, ces chiffres ils sont encore plus élevés dans les jeunes générations, c'est-à-dire les millennials et les générations Z. Donc ça, c'est un premier chiffre que je voulais commenter. Un deuxième chiffre qu'on n'a pas là sur la planche, mais 62% des collaborateurs considèrent que développer leurs compétences est devenu plus important depuis la pandémie, en particulier dans des secteurs qui ont été touchés évidemment par une digitalisation accélérée. Et puis alors, un autre chiffre qui va donner matière à réflexion au DRH, 94% des collaborateurs sont plus enclins à rester dans une entreprise si elle investit dans leur développement professionnel. Là aussi, c'est un chiffre qui vient de LinkedIn Learning. Alors, ma chère Élodie, quelle réflexion tu peux faire par rapport à ces chiffres que je viens de lancer à la volée ? Alors, on a certes là une volonté des entreprises d'aller dans la formation pour développer les compétences. Je pense que c'est essentiel, tu le disais, les jeunes générations, mais pas que, qui vont percevoir l'outil, les outils de formation, la formation comme un outil essentiel pour la compétitivité sur un marché de l'emploi qui est en mutation rapide maintenant, et surtout aussi avec l'arrivée de l'IA où les connaissances ne sont plus finalement un sujet, c'est les compétences qui comptent, et puis la mise en pratique. Donc voilà, on sait que les collaborateurs sont super demandeurs, et puis les entreprises, elles le sont de plus en plus, donc c'est gagnant-gagnant. Alors justement, on va passer, je laisserai la parole évidemment à Nathalie, je ne vous oublie pas Nathalie. On va passer au côté employeur, au côté entreprise, et là aussi, des chiffres intéressants. 69% des entreprises qui sont interrogées, c'est dans le cadre d'une étude de McKinsey en 2022, ont mis en place des programmes spécifiques de formation pour améliorer les compétences techniques de leurs employés. On pourra là aussi poursuivre une litanie de chiffres. 48% investissent dans des formations aux soft skills. Donc, il est bien question à la fois de ces deux termes dont on entend souvent parler, upskilling, c'est-à-dire la montée en compétences des collaborateurs présents dans l'entreprise, mais aussi de reskilling, c'est-à-dire ce qu'on appelle finalement la reconversion en bon français. Et puis alors, si on s'en tient à un autre chiffre intéressant du World Economic Forum, cette fois-ci c'est une enquête 2023, on a 50% des entreprises qui prévoient de réorganiser le personnel au cours des prochaines années, pour s'adapter aux nouveaux besoins de compétences. Mais alors, il y a un chiffre qui ne figure pas là et qui est un chiffre qui lui pose problème. Je le dis tout de suite, c'est un chiffre de 38%. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre ? Seulement 38% des employés estiment que leur entreprise offre suffisamment d'opportunités pour se former et développer leurs compétences. Ça, c'est un chiffre du Gartner en 2023 qui montre l'écart qui existe, le fossé qui existe entre la perception de l'entreprise et la perception des collaborateurs. Donc, pour résumer, il y a un consensus finalement sur l'importance de se réorganiser du côté des entreprises, l'importance de mettre en place des programmes de formation, et du côté des collaborateurs, l'enjeu que représente la motivation à se former pour développer leurs compétences et être plus à l'aise au travail et s'ouvrir des possibilités de mobilité. Mais en même temps, les collaborateurs ne sont pas totalement persuadés, seulement 38%, en fait, que les entreprises font le nécessaire pour donner corps à ce consensus.
Nathalie, peut-être un mot là-dessus? En tout cas, du côté de Rio Tinto, on avait la volonté d'offrir des formations à nos employés de façon orientée par rapport à la mesure des compétences. Et nous, on a essayé de donner du sens à la fois pour les individus qui veulent se former, mais comme on a les résultats sur toutes les équipes, etc., et qu'on sait par rapport aux équipes où on a besoin, on essaye de faire un consensus, on va dire, entre les besoins et volontés individuelles et les besoins et volontés collectives. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer un premier sondage. Alors, Marion va effectivement le lancer sur la question suivante. Comment évaluez-vous les compétences actuellement? Alors, vous avez la possibilité de choisir une seule réponse parmi les 4 réponses proposées. On peut évaluer les compétences par auto-positionnement du collaborateur via des questionnaires, à 180 degrés par le collaborateur et le manager. Nous n'avons pas encore de système d'évaluation de compétences. Autre, eh bien, c'est l'occasion de faire marcher un petit peu le chat. Je vous laisse soumettre le vote. Il faut nous aussi, en tant que speaker, nous soumettions un vote pour pouvoir lire les résultats du sondage, qui sont très parlants. Voilà, on a déjà 24 votes, ça continue. On va se laisser quelques secondes encore. C'est super partagé, hein, encore. Ouais, c'est bien partagé. Ah, ça se décide. Ça se dessine quand même. Hein. Ouais. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Il y a un échantillon d'une trentaine de votes environ. Enfin, s'arrêter là pour le commenter, puisque vous pouvez continuer de voter. Le sondage continue d'être ouvert. Bien. Élodie, quel est ton commentaire de ces premiers résultats? Eh bien, nous avons bien fait d'organiser ce webinaire aujourd'hui parce que 37% n'ont pas encore de système d'évaluation de compétences. Donc, ça va permettre de défricher un peu le terrain pour eux et puis de leur donner, je pense, des conseils intéressants dans cette tendance. Et puis, il y a par autopositionnement du collaborateur qui suit 25%. Donc ça, c'est les questionnaires classiques qu'on peut avoir. Et puis ensuite, l'évaluation aussi à 180, 180, comme on dit chez nous, entre le collaborateur et le manager. Donc, c'est les 2 pratiques les plus… donc, finalement, il y a quasiment 50% qui évalue sur des manières questionnaires, on va dire. Et puis, autre dans le chat, je vais regarder si on voit ce qu'on a dans le chat. Des outils internes, entretien de fin d'année à LMS combinés pour Laetitia. Effectivement. Oui, et Magali parle d'évaluation sur le terrain plus processus d'examen. D'examen. Bon, tout ça pour dire que l'évaluation des compétences, ça passe par des dispositifs variés, riches. On pourrait même parler de blended evaluation, comme je l'ai fait il y a de nombreuses années dans un article. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer finalement du blended learning pour se dire qu'il n'y a aucune raison pour que l'évaluation des compétences ne s'évalue pas à la fois en présentiel sur le terrain, en observant les pratiques au poste de travail par exemple, à distance, de façon formelle, par exemple via des examens, ou de façon informelle. Bref, là, en la matière, il s'agit d'être créatif, mais il s'agit aussi d'adopter une ligne de conduite, un fil rouge évidemment, pour avoir une véritable stratégie, parce qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser absolument tout ce qui existe en matière d'évaluation. Je vous propose qu'on aille directement sur la prochaine planche, juste pour rappeler donc le brillant trophée. Vous voyez d'ailleurs 4 personnes là. Alors ces 4 personnes, vous reconnaissez nos 2 intervenantes, Nathalie
et évidemment Elodie. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre intervenant qui est un brillant technicien développeur de Moss Side, je Ah, crois. c'est un chef de projet. Non, c'est un chef de projet, David. Chef de projet. Alors là, Oui, c'est oui. encore plus de recul sur la chose. Et puis alors, à ta gauche, Elodie, il y a Bérangère Julia, qui est responsable formation chez Canal+, qui a obtenu Canal+ a obtenu un ou deux trophées du Digital Learning, il faut le mentionner. Donc là, il y a un bel aéropage, on peut le dire. Voilà. On va maintenant laisser. J'en profite d'ailleurs pour dire aux membres de l'audience aujourd'hui que les trophées 2025 sont lancés. Les dossiers peuvent être récupérés sur le site des trophées. Peut-être est-ce que Marion aura le lien vers le site des trophées. Et puis voilà, vous pouvez rentrer en concours. C'est un concours aimable, bienveillant. Plus d'une centaine de dossiers sont déposés chaque année. Bref, une espèce de paysage de l'état de l'art formidable du digital learning dans différentes catégories avec un brillantissime jury, comme vous pourrez le constater. Nathalie, Rio Tinto, on connaît Aluminium Péchinet, enfin en tous les cas pour les vieux de la vieille, c'est mon cas, mais Rio Tinto, ça parle peut-être un peu moins. Voilà, Rio Tinto, effectivement, c'est la suite de Aluminium Péchinet. Donc, pour situer le contexte, Rio Tinto, c'est une entreprise mondiale qui œuvre dans 35 pays et qui a aux environs de 57 000 employés et qui s'occupe de produire les matériaux dont le monde a besoin. Et je vous ai mis un panel de matériaux que Rio Tinto produit. Donc le projet de l'évaluation des compétences s'est fait dans la branche aluminium et cette évaluation de compétences se fait sur les cœurs de métier en fait de l'aluminium. Donc le carbone, la fonderie, l'électrolyse, l'environnement, brassage, pour ne citer que, pour vous montrer que on n'est pas sur des soft skills, on n'est pas sur des formalisations de compétences qu'on peut trouver partout ailleurs en transversal sur nos différentes entreprises, mais nous on s'est attaché à mesurer les compétences sur nos domaines cœur de métier. D'accord, donc évaluer les chefs de service, les ingénieurs et les techniciens sur les compétences métiers. Tout à fait. Et donc, au début, comme je vous disais, sur la démarche qui a été initiée en 2010, donc on avait ce qu'on appelait des référentiels de compétences par domaine, avec une liste de compétences. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la déplace. Non, on voit pas la souris. Donc, je vais dire sur l'image en haut à droite, on a donc une image de nos référentiels de compétences avec par domaine une liste de compétences que l'on croise avec la liste de fonctions pour le domaine précis. Et puis, à la croisée des deux, des chiffres de 1 à 5 qui correspondent au niveau de maîtrise attendu de la compétence pour la fonction donnée. Donc, on arrivait assez bien à faire un processus qui permettait de faire une auto-évaluation de chaque personne en leur envoyant un fichier Excel. Quand tout le monde avait fini de remplir le fichier Excel, on envoyait les résultats. Donc, ça pouvait prendre quelques semaines. Et puis, on envoyait un autre fichier avec les requis de la personne, son auto-évaluation et une colonne supplémentaire pour qu'on ait une co-évaluation de la part du hiérarchique. Donc tout ça avec une mise en œuvre dans des fichiers Excel assez complexes. Néanmoins, on arrivait à récupérer sur la totalité des résultats que l'on avait, des résultats individuels, où les personnes pouvaient voir le requis sur leur fonction, leur propre positionnement et également le positionnement moyen de toutes les fonctions, de toutes les personnes qui avaient répondu de la même fonction, et puis des évaluations
résultats et des résultats collectifs où on pouvait croiser sur un domaine donné comment en étaient les différents sites, ou comment se positionnaient les différentes fonctions, où on pouvait regarder avec des groupes de fonctions, puisque par exemple ingénieurs procédés, on pouvait les grouper avec les ingénieurs d'opération et voir ce que les ingénieurs donnaient. Donc un tas d'évaluations. Nathalie, oui. Je vous arrête là, on va revenir sur ce tableau, excusez-moi, mais bon, tout ça m'a l'air horriblement compliqué, mais c'était avant l'intervention de Moss Mindsight. Donc, c'est ça. En fait, si on s'arrête sur ce slide, et je pense qu'il parlera à quiconque dans le domaine des RH ou dans le domaine de la gestion des compétences à utiliser des tas de tableaux Excel. Donc, il parlera à quiconque a fait cela. Mais si je comprends bien, quels étaient par rapport à ce dispositif, quels étaient les points améliorés, quels étaient les problèmes qui se posaient, les points d'insatisfaction, comme on dit. Justement, on les prend sur la diapositive d'après. Donc, on se rendait compte que le format des compétences donc était amélioré. Nos compétences n'étant pas décrites suffisamment précisément à notre goût. En fait, ça laissait trop de place à l'interprétation et du coup, on avait des gros écarts entre l'évaluation, la coévaluation par le hiérarchique et puis l'auto-évaluation. Mais c'était plus parce que la personne n'avait pas vraiment compris la question et pas vraiment compris l'attendu que parce qu'elle s'était mal positionnée. En fait, elle n'avait pas compris comment se positionner. On avait également, au niveau du processus, l'envie d'aller jusqu'à décrire les apprentissages, parce que on arrivait bien à dire voilà ce qu'il faut faire pour notre population. On savait où ils étaient positionnés en termes d'évaluation, on savait où ils devaient aller en termes de requis. Et puis on s'arrêtait là, donc on déconnectait en fait cette analyse de notre proposition de formation. Donc on avait envie de mettre un lien et on voyait qu'on pouvait y arriver par les liens informatiques. Au niveau de l'expérience utilisateur, nos collègues ont été très sympas de remplir pendant de nombreuses années des fichiers Excel. Heureusement, ils faisaient ça une fois tous les 2 ans. Mais bon, voilà, en termes d'expérience utilisateur, c'était pas top. Et d'autant plus qu'en fait, ça décalait entre le moment où ils répondaient au questionnaire, le moment où ils avaient le résultat. Et puis voilà, donc c'était un petit peu difficile pour eux. Et puis en termes de visualisation individuelle et collective, on avait quand même beaucoup de mal à générer tout ce qu'on pouvait générer, donc parce que c'était essentiellement pour un problème d'accès. En fait, on peut pas envoyer à toutes les usines le résultat de tout le monde, donc il fallait donner des résultats par service, des résultats par usine, des résultats pour les RH qui eux voyaient en transversal. Mais voilà, donc ça c'est quand on faisait ça à la main, c'était quand même un peu compliqué. Eh ben, écoutez, merci pour ce point d'étape parce que je pense que vous avez bien décrit le dispositif qui prévalait, et puis les points d'insatisfaction par rapport à ce dispositif. Et encore, je pense que, au risque de me répéter, cela parle vraiment à nos audiences. Alors évidemment, on va voir comment ces problèmes ont été résolus, mais en matière de teasing, on est des champions, donc on va commencer par lancer un nouveau... Ah ben non, c'était pas un sondage, non, c'est la question. Désolé. Quelle est l'approche du référentiel métier dans votre entreprise? Alors, peut-être est-ce que là... oui, c'est bien un sondage, je dis pas de bêtises. 4 items possibles, 4 items. Nous n'avons pas de référentiel, nous en avons un sur un fichier Excel. Nous en avons mis un en place dans notre LMS et nous envisageons d'en mettre un en place. Bon, je me suis un peu mélangé les crayons, mais voilà, on s'est rétabli, il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil, il nous faut... on va voter. Alors moi, je vais dire qu'on en a mis en place dans notre LMS, waf waf. Bah, c'est-à-dire que pour une fois, le cordonnier n'est pas le plus mal chaussé, c'est ça? Oui, c'est cela. Alors,
Bon, alors évidemment, il y a une articulation entre les deux sondages, bien sûr. Euh, il n'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas encore de système d'évaluation des compétences soit suivi pas de référentiel, par exemple. Oui, pas de référentiel non plus. Oui. Bon, les LMS restent. Nous envisageons d'en mettre un en place, donc voilà, nous n'en avons pas, mais on l'a pas dit dans la question, mais nous n'en voulons pas. Oui. Donc là-dessus, on va pas pouvoir finement mesurer, mais ça donne des belles grandes lignes. Alors là, Elodie est heureuse parce qu'il y a quand même, mais il pourra y avoir un taux plus important sur nous envisageons d'en mettre en place. On aimerait qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus parce que Elodie serait particulièrement enchantée de ce webinaire. Mais enfin, on se contentera de ça. Alors, Elodie, la place du LMS, toujours centrale, hein? Complètement, ça permet de pouvoir outiller. On l'a vu avec Nathalie quand on s'est rencontrés sur un salon parisien qu'elle m'a montré sur son ordinateur les fichiers Excel. J'ai cru que j'avais un vertige. C'était vraiment une usine à gaz, honnêtement. Et puis l'idée, c'était d'avancer là-dessus avec elle, parce qu'à l'époque, on avait, pour la petite histoire, que une évaluation donc des connaissances qui se faisaient soit par le biais de questionnaires, soit par ou un manager ou un coach qui pouvait évaluer une compétence. Donc on intégrait déjà des référentiels. Et puis c'était l'approche aussi évaluée sur le terrain. On utilisait dans le moteur qu'on a, c'est du SCORM chez nous, 2004, 4e édition, qui utilise la notion d'objectif qu'on a utilisé techniquement pour faire les compétences ou les badges. Donc, c'est compatible avec d'autres systèmes. On renvoie du standard dans ce contexte. Et là, avec Nathalie, l'approche, elle a été d'élargir avec justement la coévaluation, donc de faire quelque chose, on va voir un peu plus tard. Voilà, alors avant de rentrer dans le détail et de laisser la parole à Nathalie, il y a quand même là une perspective de 35% de l'audience qui travaille sur fichier Excel et qui pourrait passer demain sur, sur les plateformes LMS. En tous les cas, j'espère que la suite va vous mettre en appétit pour cela. Alors, Nathalie, je vous laisse commenter la question des besoins et des enjeux cette question qui a prévalu au lancement de ce projet, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, à Rio Tinto, et puis pendant les 10 ans de la démarche, on était sûr que on voulait continuer à créer et mettre à jour nos référentiels. On était sûr qu'on voulait continuer à évaluer nos collaborateurs, mais par contre, on voulait en déduire une offre d'apprentissage. On voulait que ce soit lié, que l'évaluation nous permette d'en déduire l'offre d'apprentissage, et on voulait visualiser les résultats de manière utile. En 2020, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir poursuivre une démarche prometteuse. Tous les visualisations qu'on montrait et ce partage qu'on était capable de faire entre les gens de terrain, les opérationnels et les RH et les directeurs de site et les directeurs de domaine, c'était super prometteur. Mais donc, on arrivait un petit peu aux limites de la démarche. On voulait aussi continuer à accompagner tous les collaborateurs, donc pas seulement les débutants, mais aussi couvrir tout le panel des niveaux d'expertise de tout le monde. Et on avait aussi l'idée de produire des supports d'apprentissage sans surcharger les experts, puisque vous l'avez compris, quand on est sur des cœurs de métier, ceux qui construisent les contenus d'apprentissage, ce sont les experts, et on voulait aussi essayer d'étudier quelque chose pour les moins les surcharger. Et surtout, on voulait mettre en œuvre le processus de manière fluide pour une meilleure expérience utilisateur. Alors, qui dit gestion de projet sur un projet de cette ampleur, il y a évidemment un modèle conceptuel. Alors là, nous avons évidemment une planche qui est particulièrement dense, donc on va prendre le temps nécessaire pour la commenter parce qu'elle est véritablement importante, Nathalie.
Voilà, donc sur cette planche, en fait, il y a l'un sur l'autre finalement comment on a construit notre référentiel de compétences et comment aussi on construit notre référentiel d'apprentissage de manière à mettre en correspondance l'un avec l'autre et déduire les apprentissages de la mesure des compétences. Donc en fait, tout d'abord, nos compétences, par exemple, au départ, dans notre démarche, si je prends un exemple de la compétence maîtriser les outils statistiques, on s'arrêtait à cette idée-là. On disait une compétence maîtriser les outils statistiques. Et comme je vous le disais, chacun répondait par rapport à son propre contexte. Donc vous aviez des personnes qui se disaient ben moi je tire une moyenne et des écarts types tous les jours, je fais ça tous les jours, donc je suis très compétente, donc je me mets en 4. Et puis vous avez des gens qui avaient vu ce qu'étaient des outils statistiques au sens large, hein, avec analyse multivariée, composantes principales et tout un tas d'autres choses, et qui se disaient ben moi je suis pas fort là-dessus et je me mets en 2. Et donc, on voit bien que chacun comprend comme il a envie. Alors que là, on dit, quand on va décrire la compétence, on va écrire la compétence en disant, on va s'intéresser aux outils statistiques et on va dire, au niveau 1, l'apprenant est capable de définir et on va dire qu'est-ce qu'il est capable de définir. Donc, si on veut s'arrêter à la moyenne, la loi normale, l'écart type, on va s'arrêter là. Mais si on veut s'arrêter à toutes les autres idées que j'ai données, on va les donner également. Donc là, on voit bien que quand on va lire la compétence, on va avoir des éléments beaucoup plus détaillés pour se positionner. En termes de niveau 2, le niveau 2 va définir le fait qu'on est capable d'expliquer la compétence. Au niveau 3, on est capable de l'appliquer, par exemple, selon des méthodes et des pratiques ou modes opératoires connus. Et ça, c'est sur les cas courants, hein. Au niveau 4, c'est que on s'attend à ce que l'apprenant soit capable d'analyser des résultats de façon un petit peu plus large que des cas courants et que des méthodes courantes et qui va être capable de mettre en place des méthodes de résolution un peu plus avancées. Et au niveau 5, hein, qui est plus particulièrement un niveau qui est intéressant quand on a les laboratoires de recherche comme c'est notre cas, mais pas que, parce que dans certaines usines, il peut y avoir aussi des personnes qui sont là pour faire améliorer les processus. Et là, on s'attend à ce que la personne qui se positionne au niveau 5 sur une compétence soit capable d'améliorer les savoir-faire inhérents à la compétence. Donc ça, c'est le modèle conceptuel de la compétence. Et en termes de modèle conceptuel des apprentissages, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on allait donner des formats typiques de compétences pour chacun des niveaux. Donc, puisqu'au niveau 1, on attend à ce que quelqu'un soit capable de définir, d'utiliser le vocabulaire, etc., on se dit le modèle typique d'un apprentissage, c'est un e-learning. Et on s'est donné aussi des ordres de grandeur de temps pour l'apprentissage où on a dit c'est 4 heures. Alors bien sûr, ça dépend à quel niveau de granulométrie vous mettez votre compétence. Mais nous, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est défini des ordres d'idées de grandeur pour nous aider à définir justement notre granulométrie de la compétence. Donc, au niveau 2, puisqu'on est plus dans l'explication, on se dit là, le format typique qui va bien, c'est la formation présentielle, et on aura quelqu'un pour expliquer, et l'ordre de grandeur, c'est 1 jour. Au niveau 3, c'est plutôt une mise en situation, puisqu'on est dans l'application de la compétence sur des cas courants, et l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 6 semaines. Au niveau 4, on est plus sur du projet d'analyse et là, on se donne 6 mois. Et au niveau 5, on est plus sur du projet d'amélioration de type BI et là, on est plus sur l'ordre de grandeur de type 1 année. Donc là, si vous voulez, vous voyez que par rapport à ça, on est capable de répondre avec ce modèle conceptuel à ce qu'on va appeler des idées d'apprentissage pour tous nos niveaux. C'est-à-dire que les gens soient débutants, ils vont avoir plutôt des choses à faire de type niveau 1, niveau 2, ou qu'ils soient confirmés. Et ça veut dire qu'on identifie pour chaque compétence donnée,
pour chacun des niveaux de chaque compétence donnée des apprentissages. Alors bien évidemment, soit les apprentissages existent, soit on les identifie à minima par un titre. Et d'ailleurs, nos résultats nous permettent après de nous dire, tiens, cet apprentissage-là qui n'existe pas encore, de ce niveau-là, pour cette compétence-là, il y a par exemple 30, 50 ou 60 personnes candidates, il vaut mieux la développer en priorité plutôt que cet autre apprentissage pour lequel, lui, il n'y a que 2 ou 3 candidats. Voilà pour une nouvelle conceptuelle. C'est très éclairant, merci Nathalie. On verra évidemment ensuite comment la plateforme Moscorus, dotée d'ailleurs d'un module frère aujourd'hui qui est Moskills, on verra comment elle réussit à résoudre tout cela, c'est-à-dire à mettre en musique tout cela. Mais moi, ce que je voudrais noter là, c'est l'énorme effort de formulation des compétences qui existent et l'élaboration d'une véritable stratégie de mise en correspondance des formats de formation, des durées, etc., avec les compétences. Je voudrais qu'on passe tout de suite au processus d'évaluation et processus d'offre d'apprentissage. Donc, comment vous avez procédé ? Donc là, en fait, on voit que de façon automatique, par rapport à l'informatique, tout simplement, à partir du moment où on sait pour une personne donnée qui est dans cette fonction, donc elle a ses requis, une fois qu'on a son auto-évaluation et sa co-évaluation avec le hiérarchique, mais là, il faut voir que avec une définition aussi précise de nos compétences, l'écart il est très faible en fait. Non seulement il est très faible, mais en plus, quand la coévaluation va se faire, c'est pas perçu comme une sanction, c'est-à-dire tu t'es mis à 4 et moi je te mets à 2 parce que voilà, je te dévalue en fait. Non, c'est pas ça, c'est tu t'es mis à 3 et moi, je pense que t'es pas assez opérationnel là-dessus et si je te mets à 2, ça va t'ouvrir la formation de niveau 3 pour cette compétence-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait du sens, en fait, pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que l'évaluation, la coévaluation de la personne, elle est vraiment en lien avec les apprentissages que l'on ouvre ou que l'on n'ouvre pas. Et après, on a inventé avec Mosh une façon de dire, et ça, c'est ce que Élodie va expliquer dans la prochaine partie. Effectivement, on a beaucoup d'apprentissages possibles, surtout bien sûr pour les débutants, qui sont très 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 bas par rapport à leur fonction. Et à ce moment-là, c'est la coévaluation, au moment de la coévaluation, que le hiérarchique va décider, parmi toutes les apprentissages candidats, moi je choisis avec toi plutôt cette compétence-là sur ce niveau-là, cette compétence-là sur ce niveau-là. Parce que déjà, sur les autres compétences, j'ai d'autres personnes qui sont déjà au niveau, donc moi, j'en ai pas forcément besoin dans mon équipe. Et puis aussi, toi, parce que ça te permet de te développer sur ça, etc. Et qu'on peut faire donc un plan d'apprentissage qui est un consensus entre le besoin individuel et le besoin collectif. Merci Nathalie. Alors, Élodie, on a été mis en appétit là. La solution opérationnelle du projet. Alors, tu vas pouvoir intervenir et nous expliquer comment tout cela a fonctionné. Évidemment, Nathalie peut intervenir à tout moment parce que c'est une collaboration qui a existé, un partenariat particulièrement remarquable. On est bon parce qu'on a des clients qui sont bons, voilà, et qui réfléchissent et qui poussent les développements toujours plus loin. Sur le modèle standard qu'on avait d'auto-évaluation ou d'évaluation par un tiers, c'était assez simple dans le sens où on avait la compétence qui était validée, ça pouvait déclencher derrière automatiquement le processus qui proposait le plan d'apprentissage. Et là, on a dû faire un petit pas en arrière en disant ça va pas être automatique, donc on verra comment c'est déclenché. Mais ça commence ici dans le contexte de l'évaluation à 180.
ce qu'on a vu avant avec donc l'auto-évaluation du collaborateur, l'évaluation du manager sont supérieures de premier niveau, parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux. Et la solution qu'on a mis en place, elle a permis à Rio Tinto de mettre en place son modèle conceptuel. Le fait d'avoir 5 niveaux, c'est voilà, qui peut le plus, peut le moins. On peut avoir vraiment des choses très simples. J'ai des clients qui ont un niveau, tu as la LinkedIn, hein, tu as la compétence ou tu l'as pas. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. C'est pas formulé précisément comme l'a fait Nathalie. Et je pense que plus on est spécifique, plus on arrive dans vraiment du fin et de l'opérationnel. Donc là, c'est important dans les usines, le niveau de maîtrise. Ça n'est peut-être pas sur du soft skills. En plus qu'un jour ou l'autre, on peut être moins bon. Donc, on a mis en place les auto-évaluations qu'on va avoir sur la base du questionnaire et puis aussi, on le verra, des visualisations. Donc, cette co-évaluation, la déduction automatique des apprentissages potentiels, on compare les requis et les évaluations, et puis une proposition du plan d'apprentissage du côté du collaborateur. Donc ici, on voit les questionnaires à droite, donc c'est les évaluations. Quand l'apprenant il va ouvrir ça, on voit les questionnaires qui sont standards, donc transverses à toutes les compétences. Et la formulation qu'a proposé Nathalie avant, elle convient à tout. Donc toutes ces évaluations techniques. Oui, alors, juste oui. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'effectivement, là, on a montré que si on a 15 compétences, on a 15 fenêtres qui apparaissent avec la description. Et au début, quand on avait proposé ça, on nous a dit, oui, mais vous avez vu tout ce qu'il y a à lire, ça va être compliqué, etc. Mais en réalité, l'utilisateur, il a préféré avoir beaucoup de choses à lire. Et puis après, d'une question à l'autre, il en comprend bien la logique. Donc, à partir du moment où il a bien lu sa première partie sur ce sur quoi porte la compétence, il arrive à se positionner correctement. Mais en fait, l'utilisateur, il préférait avoir des choses très précises et savoir vraiment où il en était, plutôt que d'avoir une formulation courte et finalement pour laquelle, quelquefois, il ne savait pas s'évaluer. Alors, et puis la formulation, elle est la même. Donc, une fois qu'ils ont compris la logique, ils peuvent très vite s'évaluer. Mais au moins, c'est spécifique. Il y a une montée donc en compétences, y compris dans l'auto-évaluation. Donc la première partie du processus, hein, je me rappelle, auto-évaluation, et puis résultat, troisième point co-évaluation, et ensuite les activités d'apprentissage. Là, on vient de voir comment Moss traduit la première partie du processus, à savoir l'auto-évaluation. Sur la deuxième partie, qui sont les résultats, Élodie? Oui, sur la partie questionnaire, c'est des questionnaires qui sont mis en place dans la plateforme, hein, qui permettent d'avoir les résultats, et on positionne ensuite toujours dans l'espace apprenant. Il va avoir une visualisation qui est immédiate des résultats. Dès qu'elle a terminé, elle accède au radar, où elle va pouvoir voir son positionnement donc à elle, donc ici en jaune par rapport au rouge qui montre les requis au poste. Et puis dans ce contexte-là, Nathalie, donc on n'avait plus besoin d'attendre par rapport à ce qui était fait avant. Donc là, pas besoin que tout le monde ait terminé de traiter à la main. L'apprenant, il voit tout de suite ses résultats, il sait où il en est. Donc ça, c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, c'est la co-évaluation. Alors là, c'est évidemment un peu plus complexe. Comment ça fonctionne sur la plateforme? C'est la partie sur laquelle on a beaucoup travaillé avec Nathalie pour arriver à quelque chose de fluide. Donc là, on passe dans l'espace du gestionnaire, du manager. Hein. Il va ouvrir dans son interface le lien qui lui permet d'accéder aux résultats de tous les membres de son équipe. Et puis, pour chacun d'eux, il peut voir chaque compétence qui a fait l'objet du questionnaire d'auto-évaluation. Il va avoir la vue des requis correspondant à la fonction du membre de son équipe qu'il traite, et puis les auto-évaluations de celui-ci.
Et puis après, charge à lui de saisir une valeur. Alors, si elle est différente, donc dans la colonne de coévaluation, c'est ça qui va faire foi. Et sinon, si elle est similaire, donc c'est la même que le collaborateur, ben c'est celle du collaborateur qui va faire référence techniquement. Mais en fonction des écarts entre les valeurs d'évaluation et le requis du système, on va pouvoir justement indiquer aussi là par un point d'interrogation toutes les activités d'apprentissage potentielles pour combler ces écarts. Et puis le gestionnaire, il va transformer en oui ce qu'il veut. C'est là où c'était intéressant de pouvoir le matérialiser parce que on fait un système de recommandation. C'est pas le système automatique comme c'était avant. Là, il y a un petit arrêt avant sur image où justement le manager il va pouvoir choisir ce qu'il peut faire avec le membre de son équipe. Alors ça peut être voilà aussi dans une campagne d'évaluation qui peut être donnée tous les 2 ans. On a après le plan là qui va se définir. Une fois qu'il a cliqué, eh bien, ça va se dérouler. Donc, c'était visuellement, il fallait que ça reste assez simple. Et bien entendu, on peut changer tous les codes couleurs. Là, on est dans des codes qui correspondent à Rio Tinto, mais c'est des interfaces donc qui sont développées pour les clients. Nathalie, tu as pu mettre ce que tu voulais. Et alors, du coup, on passe à la 4e étape. La 4e étape ici, on est sur le portail, l'espace apprenant, où l'apprenant, il a la vue de ce qu'il avait avant. Il avait juste son évaluation, il n'avait pas encore d'activité d'apprentissage. Et on va, par le biais justement du manager qui valide les formations, il va voir apparaître son plan de formation individualisé dans les différents niveaux, donc activités d'apprentissage. Les niveaux qu'avait préconisé Nathalie tout à l'heure, en disant il y a des activités type e-learning, etc. C'est son modèle, vous pouvez absolument créer le modèle que vous voulez. Donc, avant, aucune activité. Ensuite, on voit les e-learning, c'est-à-dire les niveaux 1 pour Rio Tinto. Donc, il peut se lancer directement. Puis, si on a affaire à une formation qui va être de type face à face, on va gérer automatiquement l'inscription, déclencher toutes les notifications qui vont bien avec, etc. L'accès, la description de formation, elle est là aussi pour l'apprenant. Donc, voilà. Et tous les niveaux de Rio Tinto sont représentés ici et vous avez choisi, Nathalie, de les appeler les boosters pour aller plus loin aussi. Voilà, ça donne des choses un peu plus digestes si on a 2 niveaux aussi et envie d'y aller quand on se fait booster. Et ça permet d'avoir dans le projet qu'on a eu avec Rio Tinto, des niveaux qui sont aussi du projet d'analyse, du projet d'amélioration. Donc, on sort un peu du contexte learning pur. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans le modèle de Nathalie. Écoutez, arrivé à ce point de votre exposé, je trouve que le modèle conceptuel tel que l'a décrit Nathalie a sorti du processus était d'une grande clarté sur la base des points d'insatisfaction qui préexistaient avec cette multitude de tableaux Excel. Et je trouve très convaincant la mise en musique qui a été faite par Élodie du modèle conceptuel présenté, du processus présenté par Nathalie. Maintenant, la question qui se pose évidemment, c'est celle du bilan du projet. Et là, vous avez évidemment toutes les deux votre mot à dire. Nathalie. Oui, donc par rapport aux difficultés rencontrées, comme je vous l'avais dit, c'était sur la formulation des compétences où on avait des difficultés dans notre processus quand on avait trop d'écart, mais avec entre l'auto-évaluation et la co-évaluation. Mais une formulation plus précise a permis de passer outre cette difficulté. Et puis on avait un peu le problème de l'adhésion des utilisateurs qui donnaient des éléments d'information dans l'ancienne façon de procéder, puis qui avaient
pas, en tout cas pas rapidement, des retours. Alors que là, non seulement ils ont des retours immédiats dès qu'ils se sont évalués, mais en plus, ils ont des retours sur leur plan de développement, quoi, et qu'ils ont compris, qui est standardisé, etc. Et donc, depuis 2020, donc ça fait maintenant 4 ans que la plateforme est utilisée et elle continue d'être utilisée comme ça, quoi. En termes Je vois que parmi les facteurs de succès, il y a évidemment, comme toujours, l'implication de la haute direction. Alors, comme il me semble que Rio Tinto est une entreprise canadienne, comment est-ce que ça s'est joué? C'était la haute direction France et la haute direction canadienne. Quelle a été l'implication? Non, en fait, ce qui est très important, c'est que de nos données, on peut en déduire des plans de succession. Mais pour que nos plans de succession y soient valables, il faut qu'on ait plus de 90 voire 95% de retour. Autrement, on va faire apparaître qu'on a des trous dans la raquette, mais ce ne sera pas des vrais trous, c'est juste que les gens n'auront pas répondu. Donc, comme l'ensemble des directions, j'allais dire, que ce soit direction site ou direction d'un domaine, sont très en attente de ces plans de succession, en fait, si au bout de 2 rappels, vous n'avez pas répondu, vous avez un mail direct soit de votre directeur de site, soit de votre directeur de domaine. Et je peux vous dire qu'en général, tout le monde répond. Hein. On obtient quand même jusqu'à 95% de réponses. Et ceux qui répondent pas, c'est en général, c'est ceux qui sont malades. Hein. C'est pas, voilà. Donc, et ça, c'est important pour avoir un résultat exhaustif, en fait. D'accord. Donc, l'adhésion des utilisateurs, elle est aidée par le marketing qui va avec, etc. Mais elle est aussi un peu forcée, ce qui peut avoir du sens. Élodie, quel bilan de ton côté tu tires les équipes de Moss Mindset sur les évolutions potentielles, notamment du dispositif mis en œuvre? Le dispositif, il a déjà évolué côté Rio Tinto pour les visualisations donc collectives. On a appelé ça la heatmap. Donc c'est là où on amène des choses qui sont spécifiques aux clients en fonction de ce qu'ils veulent, de leur contexte. Clairement, Nathalie, hein, tu confirmes, il y a une vision usine. Voilà, tout le monde n'a pas une vision usine dans les visualisations. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était représenter aussi ça. La heatmap, c'est de voir les zones chaudes, les zones rouges, là où il y a potentiellement du danger, en ayant derrière les informations qu'a précisé Nathalie. Il faut que tout le monde, qu'il y ait suffisamment de monde répondu pour qu'on puisse visualiser ces trous dans la raquette. Donc voilà, et ça va permettre d'avoir aussi une vue des plans de succession, là où on va pouvoir travailler avec les clients sur cette base-là. Donc il n'y a pas de, je dirais, de difficulté technique particulière hein, sur nos plans. C'est de travailler ces besoins-là où on n'est pas dans des vanity metrics, on est vraiment dans de la data qui intéresse le terrain. Et puis, il y avait du côté de Nathalie aussi la volonté de pouvoir créer des contenus rapides en utilisant l'IA. Donc là, on a intégré des solutions partenaires comme Easy Generator dessus. On a aussi, nous, dans l'idée de voir comment l'IA, elle peut aider à construire un référentiel de compétences, parce que c'est là où des fois il y a une petite barrière à l'entrée de se dire ah mon Dieu comment je vais mettre tout ça en musique et créer ce fichier Excel de départ finalement qui va nous permettre de voir et puis quel niveau de compétences je vais avoir. Celui de Nathalie est très bien sophistiqué, je trouve, dans la manière de le concevoir et de le dérouler. Il peut y avoir des choses plus simples. Donc voilà, c'est un peu les perspectives de voir IA pour les contenus, IA pour construire un référentiel. Et puis après, sur la data visualization aussi, comment on peut générer automatiquement du reporting, parce que pour l'instant, il est prêt à l'emploi, on va dire, pour les clients. Mais là, sur la base de requêtes de prompt IA,
là, dans les différents contextes, on peut avoir dans les différents rôles de pouvoir générer ça de manière automatique à la demande. Voilà, c'est un peu les perspectives qu'on a maintenant. Nathalie, vous avez fait un rêve encore plus grand de perspective, ou ça donne déjà vraiment corps à ce que vous souhaitez? Non, enfin, je pense que il faut continuer là-dessus et puis être, comment dire, ouvert à toute nouvelle technique, technologie, outils, concept aussi. Hein. Par exemple, il y a le concept de capacité qui semble être un peu supérieur à ce concept de compétence. Hein. Ça dépend des définitions qu'on donne, mais et qui sont des notions qui sont intéressantes en fait, hein, parce que la capacité, c'est la manière qui regroupe l'ensemble si j'ose dire, toutes les compétences, pas seulement la compétence opérationnelle, mais également la compétence comportementale ou la compétence cognitive, hein, pour être capable de mettre en œuvre la compétence donnée. Donc voilà, on est ouvert à toute idée, concept, outil, etc. Et là, avec Moss, on a trouvé des gens qui sont partants pour nous accompagner dans nos avancées en fait. Hein, et ça c'était bien. On n'est pas loin de l'heure du déjeuner, donc c'est l'heure du takeaway. Qu'est-ce que vous aimeriez toutes les deux que notre audience retienne de ce qui a été dit pendant un peu moins d'une heure? Donc tout d'abord, moi je vais commencer la problématique sur laquelle on s'est attaché. C'est une problématique qui est intéressante parce que on développe les compétences et que ça fait un consensus salarié-entreprise. Donc ça déjà, cette problématique était intéressante. Ensuite, l'idée que quand on se lance là-dessus, il faut bien travailler son modèle conceptuel. Hein. Comme l'a dit Elodie, nous on en avait un et nous on en a un à Rio Tinto qui correspond à nos besoins. L'intérêt, c'est que chacun développe son propre modèle conceptuel et qu'il arrive à mettre en lien le modèle des compétences et des apprentissages, que ça fasse du sens pour lui. Et à ce moment-là, il va pouvoir utiliser son modèle dans un modèle opérationnel. Donc, Elodie, pour le modèle opérationnel. Voilà, sur cette solution, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu aussi dégager quelque chose de très standard et d'avoir ce qu'on appelle une extension qui s'appelle MoSkills. Donc, on est connu pour ça. Hein. On fait des choses qui sont personnalisées pour les clients, mais sur la base d'un tronc qui est déjà prêt. Donc, on réinvente pas la roue à chaque fois, mais bien d'adapter au contexte et aussi à l'expérience utilisateur, que ça soit l'apprenant, mais que ça soit aussi le manager dans ce contexte-là. Alors, je pense que, d'ailleurs, Marion pourrait mettre le lien vers un interview que j'ai réalisé d'Elodie il y a peu de temps sur MoSkills et qui, dans e-learning leader, et qui traduit bien le potentiel et les pratiques qu'on peut avoir avec MoSkills. Moi, ce que je retiens en tant qu'analyste de ce qui a été dit, c'est qu'il y a là une solution que je trouve très bien fichue, parce qu'elle n'essaye pas de brasser trop large. Hein. Vous savez que pendant 15 ans, on a entendu parler de beaucoup de la gestion des talents. Quand on parle de gestion des talents, on parle de learning, on parle de performance, on parle de mobilité, de recrutement, etc. Et au fond, ce sont des systèmes qui sont pour les DRH de très grandes entreprises, mais dont on se demande parfois quelle valeur ils créent véritablement et par quel bout les prendre, tellement ils sont complexes. Là, il me semble qu'il y a une problématique très claire, qui est la problématique, du développement des compétences et de la mesure des écarts qu'on peut voir entre les compétences souhaitées et les compétences finalement réellement acquises jusque-là, et l'articulation avec le plan d'apprentissage. Donc c'est un domaine qui peut être moins, comment dirais-je, développé qu'une gestion des talents globale, mais qui crée une valeur, à mes yeux, extrêmement importante. Donc, c'est ce qui m'a frappé. Je pense que c'est ce qui a frappé aussi
les membres du jury des trophées du Digital Learning sur ce projet. Donc, vraiment, encore bravo. Et moi, je voudrais dire un grand merci à cette initiative du Trophée des Digital Learning qui permet de mettre à l'honneur les équipes RH. Et j'invite tout l'auditoire à se lancer, à faire des dossiers parce que ça permet un beau partage de différentes approches, de différentes visions, de ce qui est au top de la technologie sur ces sujets. Et vraiment, c'est super, quoi. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ce brillant projet, cette belle collaboration, et on sent bien que vous êtes en totale confiance, les équipes de Rio Tinto et celles de Moss. Merci à toute l'audience. Je vois que vous êtes en train de nous remercier par chat, c'est très aimable à vous. Et bien entendu, vous recevrez le replay avec les slides, etc., que vous pourrez étudier très longuement ce week-end, le lire 3, 4, 5 fois, l'apprendre par cœur. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'assessment à l'arrivée, mais en tous les cas, mille merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. À bientôt. Merci à tous. Merci. Merci Nathalie, merci Michel, au revoir. Merci à tous les deux, au revoir.